Bien le bonjour à toutes et à tous sur la chaîne des moniteurs automobiles. Aujourd'hui, on brave la pluie pour vous parler d'une voiture qui, sous cette drache nationale, a été développée en Belgique à Zaventem, la nouvelle Toyota Aygo Cross. Chose importante, c'est une petite voiture qui ne change pas fondamentalement, mais qui évolue profondément. On vous explique tout ça, mais avant ça, on n'oublie pas, on s'abonne, on active les notifications, c'est important pour nous. Alors moi je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve personnellement que c'est probablement la plus jolie ou la mieux dessinée des Toyota actuelles. Et on peut remarquer directement la différence avec la version initiale de cette génération de la Aygo, qui est devenue l'Aygo Cross, que l'avant a changé. Et pas seulement dans le dessin, on voit l'adoption de nouveaux feux, plus spectaculaires, mais qui rapprochent un petit peu des modèles comme la Yaris Cross ou la Corolla Cross. Effectivement ici, un bouclier largement retravaillé également pour un côté plus costaud, mais ce n'est pas qu'une apparence, puisque concrètement cette voiture, au niveau des dimensions, il n'y a qu'à l'avant que ça change, puisqu'elle gagne 76 mm pour atteindre 3,776 m en longueur. On remarque également le capot un petit peu plus horizontal et c'est normal parce qu'en dessous se cache le changement le plus fondamental sur cette voiture. C'est son moteur, on y reviendra après. Au niveau des flancs, grosso modo, pas grand chose ne change à part le nez de la voiture. Tout le reste reste identique, des jantes avec un dessin un peu revu. Et donc on retrouve cette voiture au format compact, un empattement de 2,43 m qui n'a pas évolué, une hauteur de 2,52 m qui n'a pas évolué non plus. Et ce profil bicolore sur cette finition-ci, avec un beau contraste entre la couleur claire ici vive, ça tombe bien, il pleut, c'est bien pour la caméra, et les parties noires qui lui donnent vraiment beaucoup de caractère. C'est une voiture qui a beaucoup d'équilibre dans son dessin, ce qui n'est pas toujours facile sur un modèle aussi petit. Ça joue également sur les petits artifices, comme celui qu'on a ici, le montant noir entre guillemets, qui permet d'alléger un peu la voiture et de donner une impression de pavillon flottant. On remarquera un toit en toile ici, ouvrant, c'est pas mal, c'est une option à 1100 €. On reviendra sur les tarifs à la fin de la vidéo. Et pour le reste, on a toujours une trappe à essence, donc elle n'est pas encore électrique, mais HEV, puisque la voiture devient hybride. On l'a dit, sous le capot maintenant se trouve le moteur de la Toyota Yaris hybride, le 4 cylindres 1,5 litre hybride dans le cas présent. C'est un changement énorme pour la voiture. On passe d'un petit 3 cylindres 1 litre atmosphérique à une voiture qui développe désormais 116 chevaux. C'est plus de 40 chevaux gagnés par rapport au modèle précédent. Un modèle qui avait connu un certain succès puisqu'il s'était vendu à plus de 287 000 exemplaires depuis son lancement en 2022. Donc c'est un modèle qui a une certaine importance commercialement pour Toyota, surtout en Europe. Et ici, on passe à une motorisation hybride, c'est dans l'air du temps. En tout cas, au niveau de l'habitacle, etc., vous pouvez constater que le coffre, lui, ne change pas. Toujours 231 litres. Une petite protection ici, la banquette rabattable en deux parties, donc là on ne change rien à une équipe qui a a priori gagné. C'est une bonne petite voiture pour un petit couple ou une famille pas trop exigeante en termes de bagages. Maintenant à l'arrière, très honnêtement, il va falloir que je dépose le parapluie pour pouvoir rentrer, mais concrètement, on garde toujours des portières qui ont une ouverture un peu limitée, ça c'est dommage. Et on voit bien que c'est pas très large. Et vous allez voir qu'à l'arrière, il n'y a pas grand chose qui change, malheureusement pour mes petites jambes. Il n'y a pas un grand changement concrètement puisque l'empattement reste identique à 2,43 m et la voiture n'a pas pris en largeur non plus, 1,74 m, donc c'est pas énorme. C'est une petite voiture qui s'adresse pour 4 personnes. Là, le siège avant est réglé à ma taille, 1,78 m, et concrètement, je peux m'asseoir derrière, j'ai juste la place pour mes genoux. Et mes pieds en sont en dessous du fauteuil alors qu'il est réglé au plus bas, donc là il n'y a pas de souci. Mais je ne mets pas mes doigts entre, donc il n'y a pas moins. Par contre, petit bémol lié au toit panoramique ici, il y a un petit renfoncement supplémentaire là. Et donc ça limite quand même la garde au toit à l'arrière. Clairement, les gens qui font plus d'1,80 m ne vont pas être très heureux de voyager à l'arrière. On a des appuis-têtes qui sont réglables, donc là ça va, mais très honnêtement, ils ne serviront pas à grand chose. Donc voilà, ce n'est pas une voiture pour voyager à 4 à la base ou alors avec des enfants en bas âge ou des personnes pas trop grandes. De manière générale, on a des plastiques durs partout, mais on a quand même une certaine luminosité grâce à la couleur carrosserie. Ça dépendra un peu de la couleur que vous choisirez pour votre voiture. Ça reste basique, donc concrètement, on a juste des vitres à ouverture compas ici à l'arrière. Elle ne sera pas la seule puisque la nouvelle Twingo électrique, je vous invite à aller regarder la vidéo, a également le même système. Et si vous voulez avoir plus d'informations ou mieux visualiser comment on est à l'arrière quand on fait ma taille, je vous invite à regarder simplement la vidéo que nous avions faite lors de la présentation statique de ce modèle. Maintenant, je vais passer à l'avant pour vous parler un petit peu des quelques petits changements qu'il y a à ce niveau-là. Alors, à l'avant, il n'y a pas énormément de changements au niveau visuel dans l'absolu. Les formes du tableau de bord, etc. restent les mêmes. Seule spécification nouvelle, c'est la taille de l'écran central.
Concrètement, ici sur une finition haute, on a un écran de 10,5 pouces. Il n'est plus que de 9 pouces sur la finition de base. Et on a un nouveau combiné numérique ici pour les instruments et les informations de conduite de 7 pouces. Pas vraiment d'autres changements à apporter. Si l'arrivée d'un emplacement pour la recharge par induction de votre smartphone ici, bon, en soi, c'est bien placé, mais le système est un petit peu lisse, etc. Mais le téléphone est bien calé, ça c'est pas mal. Bon, en ville, des fois, on a des changements de direction un peu brutaux, donc ça peut toujours être une bonne chose. On a la boîte automatique ici, une commande qu'on connaît chez Toyota. Différentes commandes ici pour les modes de conduite, les modes électriques et l'ESP qui peut être déconnecté concrètement. On voit qu'il y a une fonction automatic hold pour le frein à main automatique lorsqu'on est en pente par exemple, donc ça c'est pas mal du tout. Une climatisation bizone, hein, donc on le voit ici, avec ou sans synchronisation. Une bonne chose, Toyota a conservé des commandes physiques pour la climatisation. 2 ports USB-C ici. On peut voir que dans cette finition Envy, ici, on a des sièges chauffants. Il vous précise quand même que là, c'est pour le siège gauche et là pour le siège droit, au cas où votre passager aura décidé de croiser, je ne sais pas. Mais sinon, un environnement connu de la Toyota Aygo Cross, pas vraiment de grandes nouveautés à ce niveau-là. Les commandes au volant sont intéressantes. On a ici le module pour les aides à la conduite. Il faut savoir qu'on a donc le régulateur de distance adaptatif, le système de maintien dans la voie et ainsi de suite. Donc ça, c'est pas mal du tout, ça fonctionne bien. Et à gauche, les commandes plutôt multimédia qui sont très utiles également. Revenons un instant à l'écran de base ici, où on peut voir qu'on a différents réglages possibles, hein, comme d'habitude pour l'affichage, le son, le multimédia, etc. La possibilité de personnaliser le véhicule, il n'y a pas énormément d'options en soi. Hein. C'est au niveau de l'éclairage, le contrôle du verrouillage des portes et ce genre de choses. Venons plutôt ici, où là on peut retrouver les informations sur votre itinéraire, sur votre trajet, ce que vous avez consommé, etc. Donc soit, admettons, c'est très basique. Le flux d'énergie, c'est pour pouvoir visualiser quand quel moteur fonctionne. On reviendra dessus également. Et bien entendu, la possibilité de personnaliser de nouveau les réglages intérieurs de la voiture. Au multimédia, pas de souci, c'est la musique. Vous avez le choix entre DAB, FM ou alors votre source USB, voire votre smartphone. Le téléphone, bien entendu, ici je ne l'ai pas connecté, mais vous avez Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Et la navigation, qui en soi est plutôt bien faite, mais qui ne tient pas la comparaison avec Google Maps, par exemple, sur votre smartphone. Revenons plutôt au niveau de la voiture pour justement pouvoir visualiser le flux d'énergie et mieux vous expliquer comment fonctionne cette voiture. Donc on l'a dit, elle est devenue hybride, elle récupère la chaîne de propulsion, la chaîne cinématique de la Toyota Yaris hybride. On retrouve donc un 3 cylindres en ligne atmosphérique d'1,5 litre et 91 chevaux, 67 kW à l'avant. Bien entendu, sous le capot, c'est ce qui explique les 76 mm de plus en longueur pour le porte-à-faux principalement. Ce moteur-là est combiné à un moteur électrique, un moteur synchrone à aimantation permanente qui va développer environ 80 chevaux pour un couple combiné qui est de 170 Nm ici. Donc concrètement, on a une voiture avec de bonnes réserves, une petite batterie d'une capacité d'environ 1,2-1,4 kWh qui va donc alimenter le moteur électrique. La voiture essaye de rouler le plus souvent possible en électrique, bien entendu, le moteur régénérant la batterie, sauf sous forte sollicitation, où là, le moteur, bien entendu, va permettre de propulser la voiture également, la puissance combinée étant de 116 chevaux ici, ce qui est pas mal pour une petite voiture comme ceci. Concrètement, la transmission, c'est une boîte ICVT, donc en gros, c'est une boîte à train planétaire et qui va permettre de gérer les interactions entre le moteur thermique et le moteur électrique. Maintenant, plutôt que de vous en parler, le mieux c'est de rouler et de voir un peu ce que ça donne en conduite réelle. On va croiser un comique qui n'a pas compris que quand on roule sous la pluie, il faut allumer ses phares. Voilà, c'est pas grave, c'est une ancêtre, c'est une 635 CSI, on ne lui en voudra pas. Alors, donc vous pouvez constater ici, on voit bien le schéma qui explique que la batterie envoie de l'énergie au moteur électrique qui lui entraîne les roues avant puisque c'est une traction. Donc ça, c'est quand même intéressant. Si je lève le pied comme ceci, on voit l'inverse. La récupération d'énergie se fait via les roues pour ralentir la voiture. Le moteur retransmet l'électricité au niveau de la batterie pour la recharger. En termes de conduite, on a deux positions. On a la position D qui donne un frein moteur mais vraiment très très léger, une récupération très légère. Mais bon, qui ressemble à un frein moteur naturel. Et puis on a la position B, break, ici, qui elle va offrir une résistance un peu plus élevée, une récupération donc plus intense.
Ça n'est clairement pas une conduite one pedal. Vous voyez, je lève le pied, mais on sent qu'à basse vitesse, c'est-à-dire là où la voiture va être utilisée le plus souvent, c'est-à-dire dans les conditions urbaines ou périurbaines, ben, ça a quand même une certaine efficacité et ça permet d'éviter très souvent d'utiliser les freins. Donc ça, c'est pas mal du tout. Ça permet de goûter au plaisir de la conduite électrique dans le cas présent, qui permet une conduite souvent plus sereine. Maintenant, voilà, ici on voit la batterie se vide. À un moment donné, la voiture, hop, elle estime ça s'est vidé suffisamment, je donne de la puissance. Donc le moteur ici donne de la puissance, le moteur thermique, simultanément aux roues et au moteur électrique pour permettre également de recharger. Si je donne un grand coup d'accélérateur, hop, on voit là que les deux moteurs électriques et thermiques vont alimenter et animer les roues pour avoir plus de puissance et plus de réserve. En termes de comportement routier, sur le principe, concrètement, bon, ici vous le voyez avec le schéma, c'est amusant mais c'est presque distrayant. Mais dans l'absolu, à part le fait qu'on entende le moteur thermique ou pas, je veux dire en termes de sensation de conduite, on ne sent pas les transitions entre les deux. Je veux dire, il n'y a pas un à-coup ou quoi que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Donc ça, c'est plutôt très bien maîtrisé chez Toyota. Seul défaut, bien entendu, comme souvent, hop, on met le pied au plancher, ça mouline un petit peu, c'est la fameuse transmission à train planétaire, mais rien de dramatique non plus. Très honnêtement, en termes d'insonorisation, moi qui sors d'une Clio hybride, la Aygo, malgré le fait que ce soit une plus petite voiture, avec moins d'accastillage, etc., est moins bruyante que la Clio quand le moteur thermique tourne. Donc ça, par exemple, c'est un bon point pour celle-ci. On va dire ça comme ça. En termes de comportement, c'est clairement pas une voiture sportive. Elle se destine à un usage principalement urbain, je l'ai dit, ou rural, sur des petites routes à des vitesses raisonnables. Donc on n'est pas là pour partir dans des grandes courbes à 120. Hein. Mais ici, on peut voir, voilà, 70 à l'heure, hop, dans des virages plutôt moyens, de rayon moyen, que la voiture prend un peu de roulis, mais ça reste maîtrisé. Hop, il faut rappeler qu'on a des pneus qui ne sont pas très larges là-dessus, hein, donc concrètement, ça n'aide pas non plus au grip latéral. Mais on voit ici concrètement que la voiture tient bien, pas de sous-virage. Hop, elle enroule un petit peu. On n'est pas dans une 2 chevaux non plus, mais c'est plutôt agréable. Et voilà, hop, je lève le pied et on peut sentir la récupération d'énergie et donc le freinage de la voiture en position B qui est vraiment très efficace a priori. En termes de consommation, le système est plutôt efficient. C'est-à-dire, on annonce 3,7 litres au 100 en consommation normalisée. Clairement, on n'a pas atteint ces chiffres-là. Donc, que ce soit moi ou mes collègues, lorsque nous avons testé la voiture, en milieu urbain, descendre sous les 4 litres ne pose pas trop de problème. Personnellement, j'ai fait 3,9 litres et c'est une consommation qui est assez facile à maintenir. Ça, il n'y a pas de souci, c'est vraiment très efficace. On est presque à 80% en électrique dans certaines conditions, en conduite urbaine en tout cas. Donc vraiment, la chaîne cinématique hybride Toyota a gardé toutes ses qualités et ils n'ont pas perdu leur savoir-faire. Ça reste quand même une certaine référence sur le segment. Là, rien à dire. Sur autoroute, forcément, c'est un petit peu différent puisque la batterie est vite épuisée et donc on fait vite appel au moteur thermique qui reste un petit moteur thermique qui doit quand même forcer pour faire bouger la voiture. Et donc là, on monte à une consommation qui va être de 5 litres au 100 sur autoroute. Ici en conditions météo froides, avec les sièges chauffants, etc. Donc ça reste malgré tout raisonnable. C'est moins efficient proportionnellement peut-être qu'une Yaris déjà ou qu'une Clio hybride. Hein, avec la Clio hybride, j'ai fait 5 litres 2 pour une voiture qui est quand même plus grosse, plus lourde, etc. et plus puissante. Mais ça reste tout à fait raisonnable et quand on utilise cette voiture comme elle est censée être utilisée pour l'usage auquel elle est destinée, on va avoir une consommation qui sera généralement entre 3 litres 8 et 4 litres 2, 4 litres 4. Donc ça reste vraiment très très raisonnable et donc très économique. Ça, c'est intéressant. Enfin, en termes de confort, il y a un petit peu de bruit quand le moteur thermique tourne, mais sinon même de manière générale, l'insonorisation n'est quand même pas la qualité première de cette voiture. L'avantage, c'est que comme elle roule beaucoup à l'électrique, forcément, elle ne fait pas beaucoup de bruit au niveau mécanique les 3/4 du temps, donc ça c'est bien. Mais pour le reste, voilà, hop, je passe sur les bosses, vous voyez, on entend un petit peu, mais l'amortissement est plutôt bon, plutôt efficace, donc ça c'est une très bonne chose. Donc on peut constater ici, voilà, même sur une route, façon route de campagne, on est à 50 à l'heure tranquillement. C'est majoritairement et prioritairement le moteur électrique qui fonctionne et le moteur thermique ici permet d'ajouter un petit peu, ça monte un petit peu, il y a un petit peu plus d'effort pour ne pas vider inutilement la batterie. Le moteur thermique va donner un petit coup de main. Donc c'est très finement géré, mais c'est très intelligemment géré aussi. Donc ça, c'est une chose qu'on va retenir de cette voiture, c'est qu'elle est plutôt fun à conduire, dans le sens fun cool.
Hein, ce n'est pas une sportive, mais elle est amusante, elle est plaisante, c'est très agile dans les ruelles étroites. Hein, c'est l'avantage d'un empattement court, d'une largeur quand même relativement raisonnable pour une voiture moderne. 1,74 m, il n'y a plus beaucoup de voitures qui sont aussi étroites. Donc ça, c'est pas mal du tout. Et surtout, on a aussi, et ça c'est très important, surtout pour une voiture avec laquelle on roule beaucoup dans des environnements urbains, c'est la visibilité. Et là, la visibilité est vraiment excellente, puisque petit pare-brise pas trop loin, montant relativement verticaux. Bon là, vous l'entendez sûrement, on ne peut pas manquer que c'est un 3 cylindres sous le capot, mais c'est quand même pas si désagréable que ça, surtout qu'il est atmosphérique, donc ça va, c'est pas trop étouffé, il y a ces petites vibrations, moi je trouve ça un peu sympa. C'est pas 3 cylindres de Yaris GR, hein, bien entendu, mais bon, c'est quand même plutôt pas mal, je trouve. Et donc ici, on l'a entendu, voilà, hop. Il n'y a pas de changement de rapport. C'est une boîte type CVT, donc ça fait un peu moulin à café, mais c'est pas dramatique. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui pourrait être désagréable, mais en réalité, en conduite urbaine, on est rarement dans ce type d'accélération-là, et donc on a rarement ce type de désagrément. Si je devais faire un petit peu le bilan dynamique de cette Toyota Aygo Cross hybride, mais il est plutôt flatteur. On a un bon confort général, une très belle agilité, une bonne visibilité, un volant qui ne communique pas grand-chose, mais comme toutes les voitures modernes pratiquement, mais qui a l'avantage d'avoir une démultiplication assez directe. On a 2,8 tours de butée à butée, donc c'est quand même pas trop mal. Un rayon de braquage qui est très réduit, donc on a 4,70 m, donc ça fait un diamètre de braquage de 9,40 m. C'est quand même peu, c'est très bien vu pour rouler en ville ou pour faire des demi-tours serrés, donc ça c'est pas mal du tout. Et en confort général, voilà, ici on passe sur une portion en pavé qui est plutôt probante, mais c'est vraiment une voiture agréable à conduire qui incite à une conduite cool, décontractée, ce qui lui va très bien et qui lui permet d'être vraiment très efficiente. On l'a vu en consommation. Donc ça, c'est un point très positif aussi de cette voiture. Bon, ici, il y a de la pluie, donc ce n'est pas idéal, mais on peut constater que la caméra a plutôt une bonne résolution, la caméra de recul. C'est un petit équipement très utile quand il faut se garer dans des endroits très exigus, ce qui est souvent le cas en ville. Donc ça, c'est encore un bon point à mettre à l'actif de cette voiture. Maintenant, reste à voir si toutes ces qualités sont proposées à un prix qui, lui, est équilibré ou en tout cas justifié. Alors on l'a vu, cette voiture elle roule plutôt pas mal, elle consomme pas trop, mais combien ça coûte? Eh bien c'est là que le bas blesse un petit peu, parce qu'il vous faudra débourser pas moins de 22 710 € pour la version de base. Oui, j'ai dit de base, on tousse un petit peu, ça fait un peu mal. La version telle qu'on l'a ici, avec la finition haute Envy, on est à 28 510 €. Et vous devez encore rajouter 1000 € pour la version en finition GR, qui a des accastillages un peu plus sportifs, mais qui n'apporte rien en termes de performance, c'est juste du look. Je rappelle, je l'ai dit en début de vidéo, le toit ouvrant ici, c'est une des rares options possibles, 1100 €, donc c'est quand même costaud. Et pour le reste, pas grand chose à dire. Si, peut-être une chose, quand vous allez choisir, n'oubliez pas, une Toyota Yaris hybride avec le même moteur de base, mais plus de place, est quasi au même prix pour le moment avec les actions salon, et est à 27 000 €, donc plus ou moins le même prix que la version haute ici, prix catalogue. Donc ça peut amener à réfléchir quand même. Est-ce qu'on prend le joujou ou la petite voiture un peu plus pratique? Eh bien voilà, c'en est tout pour cet essai de la Toyota Aygo Cross hybride. Vous l'aurez compris, c'est une petite voiture qui ne manque pas de qualité. D'abord, une bouille plutôt très sympa, une certaine agilité et une conduite plutôt agréable avec une consommation réduite et raisonnable. Par contre, vous aurez également compris qu'elle n'est pas exempte de défauts, une habitabilité forcément limitée au vu de ses dimensions, un coffre qui n'est pas exceptionnel et surtout un prix qui est plutôt, lui, très haut par rapport à la concurrence quand il y en a une, c'est vrai. Pour le reste, je vous rappelle, si vous avez apprécié cette vidéo, on s'abonne, on active les notifications et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.